Cette exposition a été une concertation entre Stéphane de Crêpes, qui est donc adjoint à la culture à la mairie, et moi-même qui suis en charge du développement durable. Le sujet est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas un sujet de spécialiste, ça n'est pas réservé aux scientifiques, ça n'est pas réservé aux grands stratèges. C'est une affaire qui concerne chaque individu. Et c'est pour ça que ces 3 semaines sont importantes, parce qu'il y aura des manifestations pour les enfants, il y aura des écrivains qui viendront dédicacer des livres pour les parents, il y aura des ateliers pédagogiques et des cafés philo, il y aura l'exposition qui permettra de fixer par l'image un certain nombre de messages. Le rêve, la poésie, l'intimité. Ouvrir les yeux. Alors 3 mots symboliques, être témoin, être peut-être un révélateur, et puis un engagement. Je vais interroger, provoquer et témoigner. L'amour, l'amour de la planète, l'amour des gens, l'amour. Quoi. Déjà sensibilisation, parce que de toute façon il faut sensibiliser les personnes dans le milieu auquel on vit. Moi, ce que je recherche dans un artiste, c'est des qualités esthétiques, bien évidemment, mais c'est aussi, bien sûr, un discours. Alors, ça peut être un discours, c'est pas forcément un discours violent ou subversif, mais ça va être un discours intelligent sur des problèmes de société. On est passé d'une Chine très très rurale, profondément rurale, à une Chine quand même très urbanisée localement, en tout cas. Et il est vrai que ce qui était des champs en friche il y a une vingtaine d'années sont aujourd'hui des tours de 300 mètres. Et donc la plupart des jeunes artistes chinois de 30 à 40 ans ont vraiment envie de parler de ce changement effectivement d'environnement. Bon, j'ai découvert ce quartier de Dachenzhe là, qui est vraiment le quartier artistique, très haut en couleurs. À l'époque, il n'y avait encore que des studios, plus ou moins, d'artistes qui faisaient des performances, un peu comme Liu Bolin, parce que c'est un performeur, hein, il utilise son corps pour créer ses œuvres d'art. Et donc, Liu Bolin, un jour, s'est vu arriver chez lui avec son studio qui avait été saccagé et détruit, enfin vraiment détruit à la masse, quoi. Enfin, et c'est la première photographie de cette série. Et en fait, il se fait peindre par ses assistants dans son environnement, dans un environnement généralement très urbanisé ou avec des symboles politiques. Et son discours, c'est un petit peu de dire que l'environnement, si vous voulez, est en train de l'assimiler, de l'annihiler en tant qu'être humain. Bien sûr qu'il est dissident, bien sûr que c'est un vrai appel à la réflexion. Et voilà. Mais localement, il peut encore vivre en Chine et il n'est pas encore visiblement trop embêté. Je suis allé tourner à Shanghai. J'ai promené dans l'endroit qu'ils sont en train de détruire, en train de démolir. Les gens, ils doivent partir. Ils démolissent tellement rapide les bâtiments comme les arbres. Ils ont à peu près construit 6000 tours en 20 ans. On est vraiment dans une forêt en béton. Pour moi, c'est vraiment un choc. Chaque fois, je vois Shanghai, ça change. Mais pour les gens qui habitent là-bas, en fait, ça devient, je pense que ça devient une seconde nature. 40% de béton, ciment sont utilisés en Chine, dans le monde entier. Ce qu'on ne voit pas par les touristes, ce sont des habitants qui sont obligés de partir parce que c'est vraiment une problématique de cette modernisation. Les habitants de Shanghai, bien sûr, ils le connaissent, c'est un problème. Mais il n'y aura jamais des documents par l'État qui dénoncent ces genres de problèmes. Under construction, ça veut dire c'est en train de construire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est en dessous qu'on ne voit pas. Il faut que les artistes ils s'investissent dans cette démarche-là. Puisque l'art, en règle générale, c'est quand même c'est fait pour provoquer, pour interroger, pour questionner.
Donc comme les problèmes écologiques sont des problèmes du moment, je pense que l'art doit être aussi considérablement axé vers l'écologie. C'est indispensable, il le doit. En fait, il faudrait que le ministère du Développement durable, s'il existe encore, organise une énorme exposition grand public là-dessus. Un artiste, c'est libre, hein, par définition. Donc, on fait ce qu'on veut quand on est artiste. Donc, s'ils ont envie de s'exprimer là-dessus, ils peuvent le faire, mais s'ils n'ont pas envie non plus. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est tellement médiatisé. C'est beaucoup fait aussi au niveau des écoles. Il y a les deux, pouvoir et devoir. Oui, je pense qu'effectivement, un artiste est engagé de par sa mission première. Lorsqu'il est artiste, il s'imprègne en tout cas de son univers, de la société dans laquelle il évolue. Donc ça me semble effectivement faire sens qu'un artiste soit engagé. Doit-il? Non, je pense pas. L'artiste contemporain doit rester dans une forme de liberté d'expression. Je pense qu'on peut utiliser l'art comme un moyen de communication très fort avec le grand public pour mieux exposer ces problèmes. Je trouve que l'artiste peut être un intermédiaire, de l'écologiste industrialiste. La thématique de jardiner la ville est évidemment la plus séduisante et la plus facile parce que tout le monde rêve d'avoir un jardin dans son appartement et d'avoir la campagne à la ville. Alors, le développement durable, c'est quelque chose qui arrive après le mouvement moderne. Le mouvement moderne, c'est une topique organisée et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une nouvelle topique. Quand la topique moderne est née, elle est née sur des valeurs, sur ce que j'appelle des points magnétiques, c'est comme une sorte de sphère organisée. Ces valeurs étaient internationales, hygiène, abstraction, futur meilleur, technologie. Et elle meurt d'absence de sens, elle meurt d'absence de relation à l'homme, elle meurt d'absence à l'économie. Tout est à faire avec ces points magnétiques. Ces points magnétiques, ils parlent de contexte, ils parlent de saisonnalité, ils parlent de temporalité. Et temporalité, par exemple, ça peut être la temporalité de la matière, ça peut être aussi, on entend par temporalité les notions de recyclage. Le recyclage, n'est-ce pas, un deuxième temps de la matière. Ce bâtiment, il est devant un parc. Et ma seule volonté, la seule chose qui m'a guidé, c'est que le parc, tout d'un coup, se retourne à la verticale sur le bâtiment. C'est juste et simplement ça. Alors après, si on développe un peu plus loin, bon, c'est un bâtiment qui est en nature, avec une certaine sensualité. Il a été pensé au début comme une sorte de bicaméléon. C'est un bâtiment qui veut devenir le parc, et c'est un bâtiment aussi qui veut établir une relation avec ses voisins, qui sont des voisins qui sont en pierre ton calcaire pâle, et donc il est en végétation ton pierre. Donc, ce sont des bambous qui ont des très grosses feuilles, et les feuilles avec le vent bruissent. Et donc ça a amené une dimension que je n'avais pas forcément imaginée dès le départ, qui était la dimension sonore. Et dans cette dimension sonore, les gens qui habitent l'immeuble ont l'impression de dormir dans un arbre. Moi, j'ai beaucoup étudié ça il y a quelques mois, le développement durable, à savoir c'est quoi exactement le développement durable, vu qu'on l'entend partout. Et alors bon, j'ai lu les définitions, que c'était de répondre aux besoins dans un moment présent, et tout en pensant au respect des générations futures, de leurs besoins. Voilà, la question c'est est-ce qu'on a vraiment les moyens Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens pour arriver à un réel développement durable? Imaginons-nous un monde où chacun traite l'autre comme un reflet de soi-même. Et ça, c'est pas une vision occidentale, mais c'est une vision qui appartient complètement à la culture maya. Il y a un terme, Inlakesh, ça s'appelle. Alors bon, c'est bien sûr, c'est en langue maya, mais il n'y avait pas de tu pour décrire l'autre. Le toi ne pouvait pas être vu différent de la personne, du moi, on va dire. Mon travail parle de transparence, il met en relation l'arbre avec la civilisation, la construction et surtout la troisième force qu'est le spectateur qui peut réunir tout. Et c'est vraiment intégrer le spectateur dans l'œuvre, que ce soit lui l'œuvre, et que cette intégration lui permette un questionnement, à savoir sa relation en même temps avec la nature et en même temps la construction qui fait la civilisation, qui fait
tout ce qui nous entoure. Ça fait 3-4 ans que je travaille avec la figure de l'arbre, car vu que c'est la 6e étape de mon travail artistique, ça fait suite aux 3 premières qui étaient sur un questionnement sur l'identité, beaucoup. Et donc cette 6e étape amène la figure de l'arbre comme l'arbre généalogique, c'est-à-dire qui on est et cette identité entre la pure construction, l'identité culturelle du monde et de l'identité naturelle, quoi. Oui, j'ai un travail qui est en relation directe avec la nature depuis très longtemps en fait. Je crois que c'est ce besoin, cette nécessité comme ça que j'ai moi-même, que je ressens d'être en relation avec l'espace et une forme de végétal. L'art, il n'a pas un rôle en termes d'écologie ou de développement durable. Après qu'il y ait des artistes qui se servent de la nature comme matériau, ou qui soient inspirés par la nature, bien sûr, c'est une évidence, et qu'à partir de là, ça éveille un petit peu la curiosité sur le rapport que peut entretenir l'homme avec son environnement, avec la nature. Quand je suis arrivé à Canton, j'ai vraiment j'ai ressenti quelque chose d'assez étonnant, qui était en descendant même en arrivant à l'aéroport. En fait, quand je suis sorti de l'aéroport, je suis retrouvé dans une espèce d'environnement où la nature était très très présente, et j'ai pas su si j'étais dans un paysage naturel comme ça qui se déroulait comme ça à perte de vue, ou si c'était un paysage artificiel où le végétal était très présent. Une image comme celle-ci, par exemple, est assez très représentative de ce travail que j'ai fait là-bas, puisqu'il y a comme ça une nature. Elle est très simple, à mon sens, au niveau plastique, au niveau formel, puisqu'on est dans une construction comme ça de lignes qui s'opposent. En fait, on est dans des éléments qui s'opposent. C'est-à-dire qu'on a 2 éléments. On a le béton, on a le verre, donc l'aspect végétal. Voilà, il n'y a pas d'autres matériaux. Toute la végétation qui est là, elle a été plantée pied par pied, et donc c'est un paysage qui est totalement artificiel et construit. J'ai un photographe qui est indépendant maintenant, il est hongrois, qui s'appelle Balázs Gárdi, qui développe un site qui s'appelle Facing Water Crisis. Moi, je pensais par exemple au mouvement de l'arte povera, justement, où ça traite de recycler les matériaux, utiliser des matériaux pauvres, justement, donc, qui ont été usés, et tout dans l'idée de recycler. Il y a Xavier Vélan qui a fait des... Enfin, moi, j'ai trouvé que ça allait vraiment dans ce sens-là, des vidéos qui étaient assez autour de la pollution. Richard Long, par exemple, le sculpteur. Je pense également au travail de Valérie Granchet, qui est artiste vidéaste, qui a notamment fait un film en Antarctique et qui là est en pleine nature, film qui dure 24 heures et qui est un plan fixe. Arthus Bertrand, qui lui fait partie, je pense que ça fait partie de l'écologie aussi, parce qu'il recherche en fait en même temps à montrer un petit peu la situation qu'on... Moi je pense au mouvement du land art éventuellement, qui a commencé qui s'est développé, on va dire, dans les années 70. Moi, ce qui m'intéresse d'exprimer à travers mon travail, c'est le côté éphémère de la vie, aussi bien de la vie humaine que de la vie en général sur Terre. C'est pourquoi j'utilise des végétaux pour réaliser des empreintes de corps à travers un vêtement. Les jumelles sont en fait donc 2 robes identiques de petites filles modèles, on va dire, que je présente se faisant face. Il y en a une qui est en graines de coquelicot, l'autre en monnaie du pape. Donc l'une s'appelle, celle qui est en graines de coquelicot s'appelle la mauvaise graine, et celle qui est en monnaie du pape s'appelle la bonne graine. Dans mon travail, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler à l'homme le rapport qu'il peut y avoir entre lui et puis l'environnement, un rapport peut-être archaïque qui le lie et qui le fait en sorte qu'il n'est pas au-dessus de la nature, mais qui fait partie intégrante de la nature.
Et donc, c'est pourquoi cette membrane qui représente une parure, un vêtement, est fait en végétal, comme si c'était une fusion, une rencontre entre le corps de l'homme et la nature. J'expose une grande robe qui s'appelle Alice, hein, qui est réalisée en graines de coquelicot et qui est disproportionnée, qui a une jupe très très grande. Et voilà, le corps de la robe se situe à peu près 1,30 m, 1,40 m du sol.